Glencore. Dans un conte de fées, ce pourrait être le nom d'un ogre. Un géant des matières premières qui contrôle la moitié du cuivre mondial. Son père, c'est lui, Mark Rich. En 1983, accusé par la justice américaine d'avoir vendu du pétrole à l'Iran et au régime d'apartheid sud-africain, il fuit les États-Unis direction Zug. Mark Rich a depuis été gracié par Bill Clinton et a quitté l'entreprise. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires fait de Glencore la première société de Suisse, mais aussi l'une des plus méconnues. Notre enquête commence à l'extrême sud du Congo, au Katanga, dans un endroit appelé Kolwezi. Une ville où les engins de chantier décorent les ronds-points, histoire de rappeler qu'ici le cuivre est roi. Depuis 2009, Glencore y extrait chaque année 130 000 tonnes envoyées dans cette usine. Le minerai y est purifié avec de l'acide sulfurique, un acide rejeté directement dans la rivière voisine. Si le gouvernement ne s'était pas opposé au chômage technique, Glencore prétend qu'elle aurait suspendu la production le temps de régler le problème. Alphonse Makula, lui, ne peut que constater les dégâts. Aujourd'hui, si vous allez pêcher là, quel genre de poisson vous allez attraper? Il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien. Il n'y a même pas de poisson. Et même, il n'y a rien. Les poissons ne peuvent pas supporter cet acide. Cette eau, des ONG l'ont fait analyser dans un laboratoire à Berne. Résultat, un pH de 1,9, donc extrêmement acide, et des taux de plomb ou de cuivre 3 à 4 fois plus élevés que la norme légale en Suisse. Pourtant, faute de mieux, les villageois se lavent juste à côté de la cascade. Il y a des jeunes gens qui vont se laver malgré eux. Et ça pique dans les yeux et ça brûle la peau. Et même, si on avance plus loin là, il y a des gens qui cultivent, ils font le maraîcher, le petit champ au bord de cette rivière. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils remarquent? Il y a des infiltrations, c'est-à-dire l'acide est en train d'attaquer même les histoires qui sont en train de s'aimer. Et même la terre est attaquée par cet acide. Soudain, un garde privé attire notre attention. Il vient de relever notre numéro de plaque. La surveillance est débonnaire, mais elle est bien là. Glencore s'est toujours intéressée de près à ceux qui parlaient d'elle, mais elle-même ne répondait pas, ou seulement par écrit. Sauf qu'il y a une année, le géant est entré en bourse. Alors face à nos questions, c'est son PDG en personne qui s'exprime pour la première fois à la télévision. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que nous ne rejetons que de l'eau propre dans la rivière sans rejeter nos eaux usées. C'est ce que vous dites. Nous avons appelé des gens du village ce matin et ils disent que les rejets continuent. J'ai parlé à mes ingénieurs aujourd'hui. Ils disent que de l'eau propre va dans la rivière. Je pense que nous en sommes à 90% d'eau propre. Les 10% restants seront réglés dans environ une semaine. Monsieur Glasenberg, soyez honnête avec moi. Si vous dites que vous avez réglé un problème et que vous me dites ensuite qu'il l'est à 90%, ce n'est pas suffisant. D'ici une semaine ou deux, d'après ce que je sais, j'ai vérifié encore une fois aujourd'hui, l'eau est propre à 90%. Pour les derniers 10%, il faut encore quelques travaux, mais ce sera fait dans une semaine ou deux. Depuis cette interview, l'entreprise assure que le problème a été résolu, mais n'a toujours pas décidé si elle allait dédommager les habitants. Nous quittons Kolwezi direction Tilwezembe. Ce village improvisé abrite 1600 mineurs artisanaux et leurs familles. Caché derrière cette colline, il y a la mine de Tilwezembe dont Glencore possède la concession depuis 3 ans. L'entreprise affirme qu'elle n'exploite pas cette concession à l'heure actuelle et que les creuseurs artisanaux y extraient du cuivre de manière sauvage. Pourtant, cette barrière que nous ne pouvons pas franchir indique que quelqu'un contrôle bien cet endroit. Pour comprendre ce qu'il s'y passe, 4 de ces mineurs de fortune ont accepté de nous rencontrer. Malgré la loi du silence qui entoure leur travail, ils témoignent à visage découvert, des visages justement très jeunes. Lorsque j'ai perdu mon père il y a 2 ans, je suis allé à la mine car ma mère n'avait pas d'argent. J'ai décidé d'y aller pour récolter un peu d'argent pour pouvoir un jour retourner à l'école. Payer ses études en travaillant au fond d'une mine pour 4 francs par jour, un objectif inatteignable.
Je commence à douter que ça marche. Ça fait 2 ans que je suis ici et je n'ai rien épargné. Je me demande quoi faire, où aller, mais je n'ai rien. Donc voilà. Et puis, il y a les accidents. Il y a une semaine, Mwamba a échappé à la mort. L'éboulement s'est produit parce que le puits n'était pas en bon état. Nous sommes quand même descendus parce que rester à la maison, ça voulait dire dormir affamé. Nous avons commencé à travailler et des pierres nous sont tombées dessus. Nous étions blessés, mais l'entreprise qui achète nos minerais ne nous a pas aidés pour les soins. En 2 ans, j'ai connu environ 30 personnes qui sont mortes dans la mine. Parmi elles, 5 sont mortes par manque d'oxygène. Les autres ont été écrasées dans des éboulements. Notre seul moyen de voir par nous-mêmes ce qui se passe dans cette mine, c'est d'y entrer en caméra cachée. Sous ces bâches oranges, nous découvrons des dizaines de puits, des trous qui descendent verticalement jusqu'à 30 ou 40 mètres sous terre. Il y a des gens qui sont à l'intérieur. On peut entrer. Voilà. Aucun équipement, juste la force des bras et des jambes pour remonter le minerai à la surface. Juste à côté, un adolescent surveille l'entrée du puits où ses collègues sont descendus. Ils sont combien là en bas? Nous sommes 6. Et toi, tu n'aurais pas peur de descendre dans le puits tout seul? Non, même une personne seule peut travailler là en bas. Combien de kilos est-ce que vous remontez chaque jour? 3 tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes, ok. Nous arrivons dans l'un des principaux bassins. Soudain, un petit groupe attire notre attention. Parmi eux, plusieurs garçons extrêmement jeunes. Toi là, quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Combien? 10 ans. Ah, 10 ans? Un enfant de 10 ans dans une mine, voilà la réalité de Tilwezembe. Ici, un seul homme a l'exclusivité pour acheter le minerai, un Libanais du nom d'Ismaël. Il en profite pour casser les prix, alors forcément, au moment de toucher leur paie, l'ambiance entre les mineurs est tendue, certains même se battent. Mais puisque Glencore affirme ne pas acheter ce minerai artisanal, pourtant extrait sur une de ses concessions, à qui cela profite-t-il? Premier indice, c'est SAC. L'inscription GB, c'est l'acheteur, le groupe Basano, lui aussi détenu par des Libanais. Ce camion jaune et vert chargé de cuivre vient de quitter la mine. Nous décidons de le suivre. Mais la route est mauvaise et les averses torrentielles la rendent encore plus dangereuse. « 27 heures plus tard, le camion arrive dans la ville de Likassi pour livrer sa cargaison à l'usine du groupe Basano. C'est ici que le minerai est purifié puis envoyé ailleurs. Mais où? La réponse est dans ce document que nous nous sommes procurés. 4 lettres ISMA désignent Ismaël, le Libanais de Tilwezembe. Il a vendu du cuivre à Basano, qu'il a lui-même revendu à l'entreprise Mopani. Mopani, c'est justement la filiale de Glencore de l'autre côté de la frontière, en Zambie. Est-ce que Glencore achète du cuivre de Tilwezembe? Absolument pas. Ni du cuivre, ni du cobalt des mineurs de Tilwezembe. Non. Rien du tout? Rien du tout. Vous êtes sûr? Eh bien, d'après les contrôles mis en place, en étant assis ici devant vous, je dois vous dire que je suis certain qu'avec nos instructions, aucune de nos mines, aucun de nos sites de production ne prend du minerai de creuseurs artisanaux. J'ai vu des documents qui prouvent le contraire. Que nous achetons auprès du groupe Basano? Oui. Du cuivre? Oui. D'après ce que je sais, de ce que me disent mes traders ici, nous ne prenons pas de minerai du groupe Basano. Mais ce n'est pas le seul lien entre Glencore et une mine où travaillent des enfants.
Nous approchons des chauffeurs de camions en caméra cachée. Vous avez déjà transporté du minerai de Tilwezembe? Oui, ça nous est déjà arrivé de le faire. Et vous les avez livrés où? À Mopani? Oui. Donc vous-même, pour transporter ce minerai de Tilwezembe à Mopani, ça vous prenait combien de jours? Oh, ça nous prenait pas beaucoup de temps. Selon plusieurs chauffeurs, certains camions livreraient donc directement le cuivre de Tilwezembe à l'usine de Glencore en Zambie. Si du cuivre arrive à votre usine, via le groupe Basano ou directement, alors vous, votre entreprise, Glencore, profitez du travail des enfants. Si du minerai de Tilwezembe arrive à Mopani, alors oui, nous profitons du travail des enfants. Mais avec les systèmes en place, je suis tout à fait sûr que ce n'est pas le cas. À moins qu'on puisse me prouver le contraire. Si du minerai de Tilwezembe arrive à Mopani, je n'ai aucune idée de comment il peut y arriver, parce qu'il y a des systèmes en place pour que seuls les minerais que nous extrayons nous-mêmes arrivent à Mopani. Est-il possible que vous ne sachiez pas ce qui se passe sur place? Je pense que nous avons les meilleurs contrôles et les meilleurs systèmes en place. Que le PDG de Glencore sache ou non ce qui se passe dans ses filiales au Congo et en Zambie, le business du cuivre reste en tout cas extrêmement profitable. En 2 ans, sa valeur a augmenté de plus de 20% et grâce à l'entrée en bourse de Glencore l'année dernière, la fortune d'Ivan Glasenberg dépasse désormais les 6 milliards de francs. Marc Alguevert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rubrique Enquête de l'actualité. Vous signez ce reportage. Vous avez réalisé cette enquête avec John Sweeney et nos confrères de la BBC. Vous avez obtenu la première interview TV d'Ivan Glasenberg qui a été relativement longue. Et pourtant, après le tournage, Glencore vous a encore fait parvenir une prise de position écrite pour compléter ses réponses, notamment sur la question de la pollution. Effectivement, on s'est entretenu avec M. Glasenberg pendant près d'1 heure et mercredi dernier, on a reçu un long document qui précise toute une série de points sur lesquels Glencore souhaitait revenir, dont notamment la pollution à l'acide qui, d'après l'entreprise, n'aurait plus cours à l'heure actuelle. Alors on voit dans le reportage cette cascade d'eau polluée rejetée dans la rivière. On va voir ça à l'antenne, cette photo qui a été renvoyée par Glencore où on voit que cette cascade n'a plus qu'un tout petit filet d'eau polluée. Vous avez pu confirmer cette situation nouvelle sur place? Oui, alors Glencore affirme que cette photo a été prise mardi dernier par certains de ses employés. Nous avons évidemment appelé les habitants du village, en tout cas certains d'entre eux que nous avions rencontrés à l'époque du tournage, qui nous confirment que la cascade est désormais à sec. Et bien sûr, ils sont les premiers à s'en réjouir. Alors, bon, pour le reste, Glencore maintient sa position. L'enquête a été difficile, Marc. Vous vous êtes senti observé. Vous avez le sentiment d'avoir affaire à une entreprise qui est très soucieuse des gens qui s'intéressent à elle. Disons que s'intéresser à Glencore, ça veut dire que Glencore s'intéressera à vous. On a très vite remarqué lorsqu'on était sur le terrain qu'on était en tout cas très observé. Le porte-parole de Glencore nous a envoyé un email pendant notre tournage pour nous dire qu'il savait que nous étions sur place. C'était évidemment une source de préoccupation pour nous parce qu'il fallait protéger nos sources, notamment les personnes qui nous ont informés, livré des documents, toute une série de personnes que vous ne voyez pas dans ce reportage mais qui nous ont aidés. Et puis alors, nos soupçons se sont confirmés de retour en Suisse lorsque nous avons appelé Glencore pour demander une interview. Alors là, le porte-parole m'a à peine laissé le temps de me présenter, il m'a interrompu pour me dire qu'il savait qui j'étais, avec qui j'avais travaillé, où, quand et comment. Et vous étiez allé au Congo. On a vu l'importance dans votre reportage de Glencore, pourtant c'est un nom qui dit souvent pas grand-chose. C'était une des entreprises les plus discrètes de Suisse aussi. Depuis qu'elle est entrée en bourse, ça change. Oui, ça change. Glencore a désormais des actionnaires à qui elle doit rendre des comptes. Et Glencore veut s'agrandir. Elle veut fusionner avec une société qui s'appelle Xstrata, un autre géant minier basé lui aussi à Zug. Et donc il faut rassurer à la fois les actionnaires de Glencore, les actionnaires d'Xstrata. Et on le voit, Glencore s'initie petit à petit à la communication avec les médias. Alors Glencore, sous le feu des projecteurs, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, notamment des ONG suisses qui la suivent de près. Et là, il y a un nouveau rapport de ces ONG qui est attendu demain, donc peut-être du nouveau. Il y a effectivement un rapport qui paraîtra demain, un rapport extrêmement détaillé, signé Pain pour le prochain et Action de Carême sur les agissements de Glencore au Congo. Et puis plus largement, il y a une campagne menée en ce moment en Suisse qui s'intitule Droits sans frontières. Il y a une 50aine d'ONG qui la mènent. Pourquoi Droits sans frontières? Parce que le droit suisse ne stipule aucune obligation, aucune responsabilité des maisons mères vis-à-vis de leurs filiales. Dans le cas du reportage, la pollution à l'acide, aux yeux du droit suisse, c'est le fait des filiales congolaises de Glencore, pas de la maison mère. Et donc que demandent ces ONG? Eh bien tout simplement que l'on change cet état de fait, que l'on inscrive cette responsabilité pour obliger les entreprises à respecter leurs engagements sociaux
sociaux et environnementaux.